Au cœur de la liberté, vidéo numéro 28. Et si on se passait de la police et de l'armée? Imaginez un monde où notre sécurité n'est plus l'affaire de l'État, mais de notre assureur. Oui, oui, notre assureur. C'est une idée assez folle, carrément radicale, qui nous vient tout droit de la pensée libertarienne. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question qui se pose, c'est est-ce que des compagnies d'assurance pourraient vraiment remplacer les forces de l'ordre et même l'armée? C'est ce qu'on va explorer. On va plonger dans cette théorie pour voir comment, en principe, les forces du marché pourraient prendre en charge notre protection, la justice et jusqu'à la défense du territoire. Alors, est-ce que ça tient la route? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour bien saisir le concept, il faut complètement changer notre manière de voir l'assurance. Oublions un peu l'image qu'on en a habituellement. C'est la première étape et elle est essentielle. Voilà la grande différence. D'un côté, il y a l'assurance qu'on connaît tous. Elle est réactive, c'est-à-dire qu'un problème survient, un accident, un vol, et hop, elle nous rembourse. De l'autre côté, ce modèle propose une assurance qui est proactive. Son but premier, c'est d'empêcher que le problème n'arrive. On passe donc d'une logique de réparer les pots cassés à une logique de faire en sorte que les pots ne se cassent jamais. Et l'idée derrière ça, elle est toute simple en fait. C'est une question d'intérêt aligné. Imaginez, si l'assureur sait qu'il devra payer, disons, 10 000 € en cas de cambriolage, eh bien il a tout intérêt à investir, mettons, 1 000 € dans un super système d'alarme pour que ce cambriolage n'ait jamais lieu. Vous voyez, son intérêt financier, il est parfaitement aligné sur notre sécurité. Moins on a de pépins, plus il fait de bénéfices. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant, attaquons la première objection qui vient tout de suite à l'esprit. C'est le fameux mythe numéro 1, sans police d'État, est-ce que ce ne serait pas l'anarchie totale, le chaos? Eh bien, selon cette théorie, la réponse est purement financière. Suivons la logique. Tout part d'un constat. Le crime, ça coûte cher. Ça coûte cher à l'assureur qui doit dédommager les victimes. Donc, pour se protéger, que fait-il? Il va évaluer le risque. Quelqu'un qui a un passif qui cause des problèmes va voir sa prime d'assurance grimper en flèche, forcément. Du coup, être un mauvais client, un criminel, ça devient tout simplement trop cher. Financièrement, ce n'est plus tenable. Et voilà, le marché crée de lui-même une dissuasion super puissante sans avoir besoin d'une police. C'est le portefeuille qui parle. En fait, la conclusion de tout ça, c'est que le simple intérêt économique de l'assureur, sa recherche de profit, serait un moteur beaucoup plus efficace pour faire baisser la criminalité que toutes les politiques publiques complexes qu'on peut imaginer. Pas besoin de grands discours, juste l'intérêt bien compris de l'assureur qui veut éviter de payer. D'accord? Mais alors, une autre question se pose. Et si une compagnie d'assurance devenait énorme, ultra dominante, est-ce qu'elle ne risquerait pas de devenir une sorte de nouvel État, mais privé cette fois? C'est le deuxième grand point à aborder, la question du monopole. C'est une objection très sérieuse, qui a été théorisée par des philosophes comme Robert Nozick. L'idée, c'est qu'inévitablement, une agence de protection finirait par écraser toutes les autres et deviendrait de fait un monopole. Et à ce moment-là, le système s'écroulerait pour finalement recréer une sorte d'État. On reviendrait à la case départ. Sauf que la réponse des libertariens à ça, c'est que cette objection oublie une chose essentielle, le pouvoir de la concurrence. Tant que le marché est ouvert, un assureur qui commencerait à abuser de son pouvoir, à devenir trop cher ou inefficace, que se passerait-il? Eh bien, ses clients partiraient immédiatement chez le concurrent. La réputation, c'est tout. Pour survivre, il n'a pas de choix, il doit être le meilleur, au meilleur prix. C'est un peu comme la fameuse analogie d'Adam Smith. Ce n'est pas parce qu'il nous aime bien que le boulanger nous fait du bon pain. C'est pour son propre intérêt, pour qu'on revienne acheter chez lui. Eh bien, pour les assureurs, ce serait exactement la même chose. Le bon service ne viendrait pas de leur bienveillance, mais de leur intérêt bien compris. Bon, on a parlé du crime, du monopole, mais il reste la grande question, peut-être la plus difficile, la défense nationale. Comment un territoire comme ça, sans armée d'État, pourrait bien se défendre contre une invasion étrangère? Et là, la réponse est complètement contre-intuitive. L'idée, c'est qu'un territoire libre serait en fait plus difficile à conquérir. Pourquoi? Parce qu'un État, c'est une cible centralisée. C'est fragile. L'envahisseur prend la capitale, coupe la tête, et c'est fini. Mais une société libre et décentralisée, elle n'a pas de tête à couper. Il n'y a pas de centre de commandement à prendre. L'envahisseur ne peut pas la prendre clé en main. L'analogie utilisée est assez parlante. Conquérir un État, c'est un peu comme prendre le contrôle d'une ferme. Tout est bien rangé, centralisé, on sait où est le chef. En revanche, essayer de conquérir une société libre, c'est comme essayer de dompter une jungle. C'est sauvage, imprévisible, il n'y a pas de centre et la résistance peut surgir de n'importe où, à n'importe quel moment. Ok, mais concrètement, ça ressemblerait à quoi cette défense? Eh bien, ce ne serait pas une seule armée, mais une défense à plusieurs visages. D'abord, bien sûr, des gens qui s'organisent et s'arment eux-mêmes pour protéger leur communauté. Ensuite, et c'est malin, le marché lui-même servirait de système d'alerte.
Imaginez qu'un groupe commence à acheter massivement des armes. Les assureurs le verraient tout de suite, le niveau de risque augmenterait, les primes aussi, l'alerte serait donnée. Et puis, il y aurait la résistance décentralisée, partout, et même la résistance passive, tout simplement refuser de coopérer avec un envahisseur. C'est une défense beaucoup plus résiliente. Et tout ce raisonnement nous amène à une pensée finale, une conclusion assez provocatrice sur l'avenir de la guerre elle-même. La voici. C'est peut-être l'idée la plus forte de toute cette théorie. Dans un monde vraiment libre, il n'y aurait plus de guerre. Pourquoi ? Parce que les guerres telles qu'on les connaît sont des créations de l'État. Il faut un pouvoir centralisé pour forcer les gens à payer des impôts pour la financer, pour les enrôler de force dans des armées. Sans cet État, les individus seraient tout simplement trop puissants, trop dispersés, pour qu'on puisse les forcer à se lancer dans un conflit à grande échelle. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à une question de fond, une question fondamentale. La vraie sécurité, d'où vient-elle ? Est-ce qu'elle vient d'une autorité centrale, d'un État qui nous protège, ou est-ce qu'elle naît de la responsabilisation de chacun au sein d'un système libre ? Cette analyse nous a présenté une perspective, mais le débat, lui, reste grand ouvert.